Aujourd'hui, quand on te dit d'expliquer ton métier, par exemple, à ta grand-mère qui est au Mali ou au fin fond du village, c'est quoi un ingénieur DevSecOps? On crée une application mobile, Jolly, donc que les gens vont avoir sur leur téléphone et qui va faciliter la recherche des donneurs de sang volontaires. Ce qu'on va reprocher aux informaticiens, c'est qu'ils ne savent pas parler le langage des autres. Ils savent pas vulgariser. Parce que l'IA peut faire des hallucinations, l'IA peut faire des erreurs, et il faut être capable de challenger l'IA. Le 100% sécurité n'existe pas. La sécurité, en fait, dans la banque, c'est pas un choix, c'est une obligation. Parce que ces projets, en fait, on l'a fait sans IA. Salut, bienvenue sur Djanjo, le podcast qui vous connecte avec les personnalités qui vous inspirent au quotidien. Aujourd'hui, ça sera un épisode inédit. Je reçois un passionné et un expert dans les nouvelles technologies. Il est ingénieur en sécurité applicative et aujourd'hui, on va parler de cybersécurité, de l'IA et il a aussi développé une application qui s'appelle Jolly qui sauve des vies au Mali et en Afrique. Donc, on va découvrir ensemble le Djanjo de Soumaïla. Salut Soumaïla. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien et vous? Oui, ça va super. Alors, bienvenue dans le podcast Djanjo. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir. Et pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors, je suis Soumaïla Abdoulaye Diarra. On m'appelle beaucoup Soum parce que voilà, Soum c'est plus facile en fait pour les Français. D'accord. Je suis ingénieur en informatique, donc dans la sécurité applicative, donc beaucoup appellent ça cybersécurité aussi. Je travaille au sein du groupe BPCE. Donc BPCE en fait c'est le deuxième groupe bancaire en France. D'accord. Et c'est un groupe bancaire de plus de 100 000 personnes. D'accord. Et donc moi je travaille là-bas en fait en tant qu'expert DevSecOps. DevSecOps, je vais revenir là-dessus parce que c'est pas un terme qui parle beaucoup aux gens. Et à côté de ça, je suis aussi enseignant donc dans l'enseignement supérieur. Ça fait plus de 4 ans que j'enseigne dans l'enseignement supérieur. D'accord. On aura l'occasion aussi de revenir sur ce parcours-là également. Et je suis cofondateur de l'application Jolly, Jolly qui signifie en bambara le sang. Et donc, et avec cette application, l'idée c'est de sauver des vies au Mali. Donc, c'est une application qui a été lancée il y a 1 an maintenant et qui sauve déjà des vies au Mali. Et avec ce projet-là, on a été lauréat du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient en 2024. Et donc, on a été lauréat de ce prix-là. Aujourd'hui, Orange, c'est un partenaire de l'application Jolly. Donc, voilà, je suis un passionné en fait de tout ça. D'accord. Voilà, globalement, comment je peux me présenter rapidement. Ok, donc on voit que le parcours il est un peu divers et varié, mais on va d'abord commencer par la source, le petit Soumaïla. Et comment tu te définissais? Quel a été d'abord ton parcours scolaire fondamental jusqu'au lycée? Alors, moi j'ai eu la chance de faire tout dans une seule école à Bamako au Mali, l'école Ahmed Baba. Donc c'est une école qui une partie était à Djikoroni, pareil, une partie à Sévénikoro. Et donc, moi, j'ai commencé, en fait, mon parcours là-bas. De la maternelle, jusqu'au lycée. Et j'étais, à Ahmed Baba. D'accord. Donc, j'ai fait tout là-bas. Et après Ahmed Baba, donc, du coup, je suis allé, dans les écoles supérieures. J'ai fait l'INTEC Soup. Donc, beaucoup de gens connaissent ça au Mali. Ouais. J'ai fait 2 ans là-bas. Et l'INTEC, pour la petite information, a commencé. Je fais partie de la première promotion de l'INTEC SOP. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Et après, je suis allé à l'IAM, Institut africain de management. Ouais. Donc, ça, c'est une école aussi que j'ai bien fréquentée. Et c'est quand j'étais à l'IAM, après ma licence, que je suis venu en France aussi. Et à l'IAM, j'ai vraiment eu l'occasion, en fait, de faire de belles choses là-bas. Parce que j'ai été best student à l'IAM, j'ai aussi remporté en fait des trophées de New Tech Challenge. Et ça, ce sont des petits concours, compétitions qu'on faisait en fait entre développeurs de l'école et tout ça. Donc j'ai eu l'occasion de travailler en fait sur tout ça à Bamako avant de venir ici. D'accord. Mais quand tu parles de ton parcours, c'est quoi le moment le plus décisif que tu t'es dit bon, ok, la tech c'est mon terrain de jeu? Ça c'est une excellente question. En fait, moi quand j'ai eu le bac, bien avant d'avoir le bac, j'étais sûr et certain d'une seule chose,
je voulais faire l'informatique. D'accord. Je savais pas pourquoi, mais je voulais vraiment faire ça. Tu étais passionné par quoi? C'était quoi le phénomène qui a fait que tu as embrassé, tu aimais vraiment le métier? Je pense que j'ai été influencé, par les films, mais la deuxième chose, c'est que mon frère aussi avait un ordinateur, c'était un ordinateur bureautique à la maison, et donc, on jouait sur Encarta. D'accord. Donc, Encarta, c'est un logiciel de Microsoft qui est assez ancien, et donc, on jouait sur Encarta. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, et j'avais aussi des amis à mon grand frère qui faisaient l'informatique, et ils m'ont un peu expliqué comment ça se passe. Et donc, moi, c'était la seule chose que je voulais faire. J'ai jamais douté, en fait, de mon parcours. J'ai toujours été comme ça. C'est l'informatique que je veux faire. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours passionné, en fait, par ces métiers-là. Bah, ok. Quand tu le dis, on voit que, voilà, il y a la passion qui te prend. Mais aujourd'hui, quand on te dit d'expliquer ton métier, par exemple, à ta grand-mère, qui est au Mali ou au fin fond du village, c'est quoi un ingénieur DevSecOps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Ok. Là, pour expliquer ça, en fait, assez facilement, je vais prendre une analogie sur le bâtiment. D'accord. Quand on construit le bâtiment, il faut s'assurer de la sécurité du bâtiment. Exactement. Et ça, à tous les niveaux. C'est que dans le bâtiment, la sécurité ne vient pas après, mais avant. Quand on fait les soupassements, quand on fait depuis le début du bâtiment, on va réfléchir vraiment à la sécurité. Et ça, à tous les niveaux. Donc, on peut parler, par exemple, des cycles de vie du bâtiment, où on va prendre la sécurité vraiment à tous les niveaux. Et donc, moi, mon métier, c'est ça. Donc, le métier de DevSecOps, en fait, c'est de s'assurer que pour les applications, les logiciels, on va prendre en compte la sécurité à tous les niveaux. Parce que avant, ce qui se faisait, c'est qu'on avait des logiciels qui étaient développés. Donc, les logiciels, ça marche, bravo. Mais sauf que, en termes de sécurité, c'était une passoire. Donc, ça, à ces niveaux, les DevSecOps, il est venu pour changer cela. C'est pourquoi ces trois mots. Dev, ça, c'est le développement logiciel. Les gens qui créent les applications. Donc Sec, ça c'est security. Donc on a mis Sec au milieu en fait de Dev et Ops. Ops, ça ce sont vraiment les personnes qui vont déployer les applications en production, en fait que ça soit accessible pour tout le monde. D'accord, mais dans l'informatique, on a des gens qui se présentent comme DevOps, et il y a DevSecOps, comme tu viens de différencier un peu, mais dans la réalité des choses, c'est quoi la différence entre ces deux branches-là? Alors, avant, en fait, dans l'informatique, tout était siloté. C'est que on avait les développeurs dans un bureau, on avait les personnes qui étaient en charge de l'infrastructure logicielle et de la mise en production dans un autre bureau. Et donc, tout était vraiment siloté. La sécurité était vraiment sur une tour. Maintenant, avec les DevOps, on a dit, OK, maintenant, en fait, on va casser les silos. On va mettre les devs et les ops ensemble. Donc, tout de suite, ça va vraiment améliorer le time to market, le temps que ça prend pour lancer une nouvelle mise à jour en production. D'accord. Donc, c'est comme ça que les DevOps est créé. Donc, casser les silos, mettre les équipes ensemble. Donc, ceux qui font du développement et ceux qui ils sont en charge de l'infrastructure. Donc, pour vraiment essayer avec des nouveaux outils, pour faciliter le quotidien. Maintenant, le DevSecOps, on a vu, OK, les devs, il y a le dev, il y a l'Ops, maintenant le DevOps. Sauf qu'il y a quelque chose qui manque. L'analogie que j'ai donnée avec les bâtiments, quand on construit un bâtiment, on s'assure de la sécurité à tous les niveaux. Exactement. Et donc, sauf qu'avec les logiciels, on construisait d'abord le logiciel, on le mettait en production, et après on se posait des questions sur la sécurité. C'est trop tard. Donc, le DevSecOps va permettre d'inclure la sécurité dans les cycles de vie du logiciel à chaque étape. C'est pourquoi on a le Dev, Sec et Ops. Donc, ils sont en complémentation, mais pas en concurrence. Non, c'est pas du tout de la concurrence. En fait, c'est vraiment des éléments complémentaires. Okay. Chacun dans son domaine d'expertise, mais ce sont des expertises qui se complètent pour assurer non seulement que les logiciels qui sont développés sont de qualité, mais aussi très très sécurisés. D'accord. Mais aujourd'hui, du haut de ton expérience, tu évolues comme tu l'as dit en introduction au groupe BPCE, qui est l'une des plus grandes groupes françaises ici. Et on sait que le secteur bancaire, c'est un secteur très concurrentiel. Toi, du haut de ton expérience, tu gères aujourd'hui, je pense que tu as plus de 500 personnes dans ton... Alors,
En fait, ce qui est intéressant, c'est que BPCE, quand on le voit comme ça, c'est plusieurs entités. D'accord. Et donc, moi, je suis de l'entité holding, BPCE SA. Et ouais. Et donc, dans cette entité-là, on a une DSI. Une DSI, c'est une direction des systèmes d'information. Oui. Et donc, on a 1600 personnes et on a 500 développeurs. Donc, un peu plus de 500 développeurs. Et donc, notre travail consiste vraiment à accompagner ces personnes sur le sujet de qualité logicielle et sur le sujet de sécurité, donc sur le sujet DevSecOps. Et on accompagne vraiment. Et donc, la stream qui accompagne ça, moi, je suis en charge de cette stream-là avec mes collaborateurs. On accompagne l'ensemble des développeurs de notre DSI. Qu'ils ont une question sur la qualité, sur la sécurité. Nous sommes les premiers relais, ils viennent et puis on les accompagne en fait sur ça. D'accord. Donc ma question était que du haut de ton expérience, quelle a été ta plus grosse claque professionnelle qui t'a vraiment fait évoluer? Est-ce que tu en as eu déjà des préjugés quand on voit un jeune dans un milieu très concurrentiel, surtout dans le secteur bancaire? Oui. Moi, j'étais dans un groupe précédent. Ça, c'était le Crédit Mutuel Arkea, la maison mère de Fortuneo, des Crédits Mutuel de Bretagne et autres. Et donc, moi, quand j'étais à la charge de la sécurité d'un département. Donc, le département, il était 7 services et un peu plus de 115 ingénieurs. Et donc, quand j'ai commencé ce rôle-là, ça a été très difficile au début parce que moi, j'étais très jeune. En plus, on parle quand même des sujets de cybersécurité, où on accompagne des développeurs, par exemple, qui ont parfois 50 ans. Et donc, il fallait parler leur langage, il fallait convaincre, des choses comme ça. Donc, ça a été vraiment hyper challengeant au début, parce que il faut avoir les compétences de convaincre les personnes comme quoi voilà, cette partie nécessite de la sécurité. Et il faut implémenter en fait les règles de sécurité ici. Et donc ça a été hyper challengeant à ce niveau-là, et on a eu en fait une claque avec une vulnérabilité très très élevée. C'est une vulnérabilité assez critique qu'on devait corriger sur énormément d'applications. Donc pour ceux qui font de l'informatique, ils le savent, c'est Log4Shell. Et ça a été très très compliqué au début, mais après, il y a des personnes même en fait qui étaient un peu en fait dans une forme de refus. Mais après en fait, au moment de quitter en fait le groupe, et ces personnes en fait se posaient juste la question, mais sans toi en fait comment on va faire? Je dis avant moi en fait vous faisiez du développement, et donc du coup après moi vous allez sûrement trouver en fait une continuer à développer. Mais dans ces moments-là, comment toi tu as pu rester lucide et rester dans tes bottes, dire que oui, je suis là pour une mission malgré je vais mener à bien cette mission? Quelle a été ta force dans ces moments-là? Je pense que naturellement dans la culture du Mali, on respecte nos aînés. Donc moi par exemple, quand je vais aller voir en fait une personne un peu plus âgée, quand la personne va dire des mots de travers, des choses comme ça, il faut rester humble, il faut rester en fait respectueux, humble. Il faut être aussi dans la compréhension et dans la facilitation. Et surtout, il faut avoir énormément le sens du compromis. Donc moi, concrètement, si je venais en fait, voilà, et qu'une personne un peu plus âgée, un aîné, il disait quelque chose de travers ou des choses comme ça, moi, je me disais, bon, de toutes les façons, c'est un grand frère ou c'est un papa, c'est un tonton, donc du coup, allez, c'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est que si il peut faire, en fait, ce que je lui demande, ben voilà, qu'il fait ça et puis qu'on avance, quoi. Donc, il faut vraiment avoir le sens du compromis, le sens de la négociation. Il faut vraiment savoir négocier et avoir le sens du compromis, à mon avis. Et être humble. Ok. Mais on sait que la sécurité, c'est très, très importante dans le milieu du développement, de l'informatique de façon générale. Mais, particulièrement dans le secteur bancaire, quelle est la grande subtilité? En quoi, toi, tu vois l'importance réelle de la sécurité du développement dans ce milieu-là? À tous les niveaux. En fait, ce que les gens ne voient pas forcément avec la banque, les banques sont hyper réglementées. Ouais. Il y a énormément de conformité au sein de la banque. On a des réglementations qui viennent de la Banque Centrale Européenne. On a des réglementations qui viennent de la Banque de France. On a aussi, en fait, des exigences qui viennent, en fait, de l'inspection générale, qui est un service au sein des grands groupes bancaires qui permettent de s'assurer que, voilà, qu'on est conforme, en fait, à différentes réglementations et tout ça. Et donc, ce qui fait que la sécurité, en fait, dans la banque, c'est pas un choix, c'est une obligation. Il faut vraiment, sécuriser parce que,
nous sommes aujourd'hui une cible privilégiée pour les hackers, donc pour les cybercriminels, et on est attaqué presque tous les jours. Donc, mais c'est parce que en fait on a mis en place les bons garde-fous qu'aujourd'hui en fait la banque tient debout. Demain, s'il n'y a pas de cybersécurité, BPCE n'existe pas. D'accord. Parce que tu vas regarder ton compte bancaire et tu vas voir que ton argent a disparu. Ok. J'aimerais pas du tout, en tout cas. Personne n'aimerait voir ces genres de trucs. Mais, dans votre monde très, très concurrentiel, vous êtes un peu isolé. On voit que les informaticiens sont la plupart du temps un peu isolés. Ils sont plutôt figés vers leur écran. Ils sont pas très sociables. Bon, peut-être c'est pas ton cas. Tu me diras. Mais dans ce monde-là, quel est le cliché que toi-même tu aimerais déconstruire? Donc, tu me parleras de ton parcours. Alors, généralement, ce qu'on va reprocher aux informaticiens, c'est qu'ils savent pas parler le langage des autres. Ils savent pas vulgariser. Mais vulgariser, c'est un métier, très sincèrement. Et aussi, des clichés, par exemple, de porter des capuches, des choses comme ça. Donc là, moi, je porte pas de capuche. Je suis une personne normale dans la vie comme tout le monde. Et donc, c'est vulgariser, surtout, en fait, parce que quand les informaticiens, quand tu viens, par exemple, dans notre entité et qu'on parle entre nous, tu vas comprendre à peine. Mais en fait, c'est normal, parce que ça, c'est un peu lié à chaque domaine. Mais voilà, ce sont des clichés, en fait, qu'on a. Et aujourd'hui, en fait, ça a vraiment changé, en fait, le monde de l'informatique. C'est que les développeurs, en fait, les gens qui travaillent dans la cybersécurité sont à peu près normal comme tout le monde. Ok, bah si tu le dis. Alors, au cours de tes expériences professionnelles, tu es aussi passionné. Donc tu développes et en même temps tu as pensé à développer une application au Mali qui s'appelle Joli. Comme tu l'as dit, c'est le sang en Bambara. Et donc dont le but final c'est de pouvoir sauver des vies. Comment ça t'est venu l'idée de pouvoir développer cette application? Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui t'a inspiré? Ok. Alors, je dirais qu'est-ce qui nous a inspiré, parce que Joli, il faut savoir que je suis pas seul sur le projet, je suis cofondateur. Mais l'autre cofondateur, il s'appelle Abdourahmane Boubacar Diarra, il est malien aussi. On était tous les deux à Brest, tu vois. Il a fait informatique, j'ai fait l'informatique aussi. Et quand on était étudiants, c'était vraiment l'idée de Joli date de 2017. D'accord. Donc, c'est aujourd'hui que les gens ont connu parce que ça a été développé récemment. Mais l'idée date de 2017 parce que en 2017, il y a eu une attaque à Gao. Et ça a été vraiment une attaque terroriste à Gao, ça a été vraiment un événement assez douloureux quand même pour le Mali. Et donc il y avait des annonces partout, en fait les gens avaient besoin des poches de sang pour sauver en fait les blessés, des choses comme ça. Et c'est là où on s'est dit mais pourquoi pas mettre en place une solution pour essayer de faciliter quand même la recherche de sang, de poches de sang au Mali. Et en plus de ça, c'est que chose que tous les Maliens, le fléau que tous les Maliens connaissent, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps alerte, critique, on a besoin en fait de poches de sang, B+, O+, au moins des choses comme ça. Donc ça, c'est tout le temps. Et l'idée, elle vient de là. Donc, avec Abdourahmane, on s'est dit, il faut qu'on crée une application mobile, Joli, donc que les gens vont avoir sur leur téléphone, et qui va faciliter la recherche des donneurs de sang volontaires. En 3 minutes seulement, l'application permet de trouver des donneurs de sang qui sont compatibles, qui sont disponibles à proximité, dans les répertoires de contacts et dans son quartier. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'application Joli a été créée et on a lancé Joli. Aujourd'hui, l'application sauve des vies. D'accord, mais c'était quoi le plus gros challenge dans la création, dans le développement de cette application-là? Les temps. Est-ce que c'était facile? Alors, est-ce que vous avez eu des contraintes? On a eu énormément de contraintes avec Joli. Déjà le temps, parce que en fait, il faut savoir que moi j'occupe en fait un poste en CDI dans un grand groupe. Abdourahmane aussi en fait, il occupe en fait un poste en CDI dans un grand groupe. La première chose, c'était le temps. La deuxième chose, c'est que tous les deux, en fait, nous sommes en France. Comment faire connaître l'application au Mali? Parce que l'application concerne quand même le Mali. La troisième chose, c'est comment trouver en fait des partenaires qui vont vraiment nous aider en fait à faire cette application. Et surtout, aujourd'hui, le développement en fait d'applications, ils deviennent faciles avec tous les outils d'IA. Mais le projet Joli, on a commencé en 2021, il n'y avait pas encore tous ces outils d'IA là, donc du coup ils n'étaient pas encore implémentés dans le quotidien. Non, il fallait tout faire et on est vraiment très très fiers de ces projets parce que
ces projets, en fait, on l'a fait sans IA. D'accord. Et la plupart des applications aujourd'hui que vous voyez, en fait, quand tu regardes derrière, ça a été fait à 80% en fait avec de l'IA. D'accord. Et Julie a été fait sans IA. Ok, donc on va venir côté IA tout de suite. Mais vous avez été lauréat du prix Orange POSAM. POSAM, oui. C'est le prix Orange pour l'entrepreneuriat social en Afrique au Moyen-Orient. D'accord. On a été lauréat de ce prix en 2024. Exactement. Concrètement, comment cela a pu changer votre façon de faire? Quel est l'impact réel que ça a donné au développement de l'application? Alors déjà, Orange nous a énormément aidé. Parce que le premier problème, c'est que Julie aujourd'hui ne gagne pas d'argent. C'est pas un projet qu'on a fait pour gagner de l'argent. Sinon, on l'aurait pas fait. La deuxième chose, c'est que ça coûte cher de maintenir en fait un projet comme ça. Donc, on a essayé de baisser les coûts au max. Et Orange nous donne des SMS. Chaque mois, Orange nous donne 100 000 SMS pour essayer pour participer en fait à sauver des vies au Mali. Et ça, on remercie vraiment Orange pour ça. Et ça, ce partenariat est venu après qu'on ait remporté le POSAM 2024 avec Orange Mali. Donc Orange nous a vraiment aidé et là, ils vont aussi continuer à nous aider pour essayer vraiment de faire connaître l'application par le plus grand nombre de personnes. Et on continue parce que aujourd'hui, notre objectif en fait, c'est que de transformer tous les donneurs, tous les Maliens en des donneurs réguliers. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas des donneurs irréguliers, des donneurs de sang réguliers. On veut que tous les Maliens deviennent des donneurs de sang volontaires et réguliers. C'est que après 3 mois, je suis un homme, je vais aller donner. Après 4 mois, je suis une femme, en fait, je vais aller donner. D'accord, mais est-ce que vous êtes connu par les grandes institutions de santé au Mali, comme Gabriel Touré, Point G, ou est-ce que vous en êtes à ce niveau? Alors, on a eu pas mal d'échanges avec les CNTS, c'est le Centre National de Transfusion Sanguine. Même au mois d'août dernier, on était au Mali avec Abdourahmane, on est passé au CNTS, leur présenter l'application Julie, parce qu'on est aussi en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Kalanso. D'accord. Kalanso, c'est comme Duolingo pour ceux qui le connaissent, et qui va permettre de sensibiliser les Maliens sur vraiment l'importance du don de sang. C'est vraiment des activités ludiques qui seront disponibles dans l'application. D'accord. Et qui va permettre aux Maliens de jouer, mais tout en étant sensibilisés aussi sur l'impact du don de sang et ainsi de suite. Donc, on a été en fait présenter toutes ces choses-là au CNTS et on a demandé en fait un partenariat officiel avec le CNTS pour faire ça. Parce que CNTS, c'est vraiment le Centre National de Transfusion Sanguine du Mali. Donc, c'est eux, en fait, nos premiers interlocuteurs. Et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment au profit du CNTS. Parce que Julie, en fait, va faciliter la recherche des donneurs de sang volontaires. Exactement. Mais le don de sang, ça se fait au CNTS. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes connu un peu partout en Afrique de l'Ouest ou c'est focalisé exceptionnellement sur le Mali? Aujourd'hui, Julie est focalisé, en fait, d'abord sur le Mali. Parce qu'on veut vraiment avoir, en fait, énormément d'impact d'abord au Mali avant d'exporter la solution dans la sous-région. Mais quand même, en fait, on est très connu parce on est passé, en fait, dans une télé au Maroc, on est passé dans des articles en Tunisie, en Côte d'Ivoire, on a eu des échanges avec des Guinéens, donc du coup, on a quand même ça a eu, en fait, vraiment beaucoup d'écho au niveau de la sous-région en Afrique de l'Ouest, ouais, l'application. D'accord. Mais tu disais tout de suite que vous avez l'un des succès phares, l'un de votre fierté avec Julie, c'est de pouvoir développer sans IA. Mais aujourd'hui, en 2025, beaucoup pensent en tout cas que l'IA va remplacer certains développeurs, ou transformer le métier carrément. Toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation? Alors, il y a une chose en fait dont moi je suis contre, c'est de dire que l'IA va remplacer le rôle de l'IA, c'est de remplacer les développeurs. À mon avis, c'est pas ça. L'IA va aider les développeurs vraiment dans la productivité. Aujourd'hui, nous aussi on utilise l'IA au quotidien, même on est en train de déployer des outils d'IA au sein du groupe BPCE. Sur la sécurité applicative et sur la qualité, et c'est avec mes collaborateurs en fait qu'on fait ça. Et donc l'erreur, c'est de dire avec les développeurs, en fait, voilà, les développeurs vont disparaître, c'est l'IA qui va le faire. Non. En fait, la bonne approche, c'est de dire, ok, une grande partie du boulot, du job va être fait par l'IA,
les développeurs doivent avoir un esprit critique sur ce qui a été produit par l'IA. Parce que l'IA peut faire des hallucinations, l'IA peut faire des erreurs, et il faut être capable de challenger l'IA. Donc, ce que l'IA va donner pour garantir la qualité et la sécurité de toute application. Donc, l'IA, c'est vraiment en fait un accélérateur pour faire de la productivité. Clairement, nous, le temps que ça nous a pris pour développer l'application Jolly, si on avait en fait tous les outils d'IA comme aujourd'hui, ça nous aurait pris énormément, beaucoup moins de temps. Donc, c'est un accélérateur. Mais il faut pas voir en fait comme un outil magique qui va remplacer les développeurs. Donc c'est pas un ennemi. Parce que je le vois pas comme un ennemi. Ça va changer le métier des développeurs. Ça c'est indéniable. Mais dire que ça va complètement remplacer les développeurs, oui, peut-être des développeurs qui sont pas très bons. Bon, ça, c'est un pic et je veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Alors, on voit que même en France, les gens ont du mal à utiliser l'IA générative comme les chats GPT, tout ça, parce que il faut savoir que c'est des prompts quand on le fait pas bien, donc on s'insère pas vraiment de ces outils-là. Mais pour toi, quel est l'impact de l'IA sur le Mali? Que peut avoir l'IA sur le Mali et l'Afrique de façon générale? Est-ce que tu t'es fait des idées là-dessus? Oui. L'IA peut être vraiment un accélérateur en Afrique, et particulièrement au Mali. Mais le gros problème avec l'IA, c'est que l'IA a besoin de données. Et nous, chez nous, il n'y a pas énormément de digitalisation. Et donc, la première chose qui doit être mise en place, c'est vraiment la digitalisation des services au Mali, partout au Mali et en Afrique de l'Ouest. C'est après, avec ces données-là, en fait, qu'on peut vraiment faire des choses avec l'IA, par exemple, pour la santé. L'IA peut aider à faire les premiers diagnostics. L'IA, il est très, très bon dans ça. L'IA peut, par exemple, aider dans les coins reculés du Mali à avoir des diagnostics assez clairs, en fait, sur certaines maladies. Sur l'agriculture, l'IA peut aider, par exemple, à prévenir, par exemple, la sécheresse, à prévenir les maladies qui attaquent, par exemple, les récoltes. Au niveau de la lutte contre la corruption, l'IA peut être, en fait, un levier énorme, mais vraiment énorme à ce niveau-là. Et on sait qu'aujourd'hui, l'un des obstacles de nos pays, en fait, c'est la corruption. Exactement. Et donc, l'IA, en fait, il peut vraiment aider, en fait, à plusieurs niveaux. Et moi, si j'ai un conseil à donner, en fait, aux jeunes, c'est de ne pas se lancer à dire, on va faire de l'IA pour, on va se lancer, en fait, dans la création des LLM. Ça, ce sont les Large Language Models. Les chats GPT et autres, non. Prenez de l'IA qui existe déjà et essayez de faire de l'innovation avec. Les modèles existent déjà, donc pourquoi ne pas partir sur ces modèles-là pour éviter de réinventer la roue? C'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher et ça permet en fait d'avoir voilà, une certaine autonomie assez rapidement. Maintenant, avec si on se lance à créer vraiment nos propres modèles, il faut avoir énormément de données à ingérer par l'IA. Et ça demande en fait beaucoup de moyens. Et ça, ces moyens-là, en tout cas, ce sont des États ou des très grosses entreprises qui ont ces moyens-là. D'accord. En même temps, tu t'es définissé, à l'introduction, tu disais que tu étais un enseignant, tu donnes des cours depuis 4 ans dans des universités. Alors, quelle est la grosse différence entre le fait d'enseigner le métier et de le pratiquer? Qu'est-ce que ça t'a fait, l'enseignement t'a donné en plus, l'expérience en plus que tu as pu découvrir sur le métier? Alors, il faut savoir que déjà, moi, je voulais pas enseigner. Ok. Dans mon parcours scolaire, ici en France, moi, j'ai été major de promo 3 fois dans mon école, au Brest Open Campus à Brest. Et donc, c'est après que le directeur de mon école qui m'a appelé pour me dire, tiens, Soum, viens, je sais que tu sais faire du développement d'applications mobiles. C'était encore une fois avant l'IA. Il me dit, viens enseigner ces cours-là aux étudiants. Je dis, non, ça, je vais pas le faire. Je viens de terminer mes études. La plupart des étudiants qui sont là, ce sont mes collègues, on se connaît très bien, ils vont pas me prendre au sérieux. Il me dit, non, vas-y, viens faire un cours de 15 heures pour tester. Je suis venu. Les étudiants ont énormément kiffé et moi aussi, j'ai beaucoup kiffé à enseigner. Parce que je sais que je suis pédagogue de nature et donc j'ai vraiment kiffé faire ça. Et la grosse différence, c'est que quand on pratique en entreprise et qu'on enseigne à l'école,
il y a beaucoup de choses inutiles. On va passer rapidement, en fait, sur ça. On va vraiment aller dans du concret. Parce qu'on sait ce que les entreprises ont besoin en termes de profils. Ce sont ces profils qu'on va aller former. Et donc, quand je viens à l'école, moi, dans mes cours, généralement, j'aime pas beaucoup la théorie. On fait que pratique. D'accord. On fait que des pratiques. Parce que, en fait, concrètement, en entreprise, on ne demande pas la théorie. Exactement. Tu viens, en fait, on te demande, en fait, de pratiquer. Donc, pourquoi ne pas commencer la pratique dès l'école? Parce que le problème avec la théorie à l'école, c'est que la théorie est importante. Il faut pas l'oublier, hein, il faut pas le mettre de côté. Mais il faut un peu de théorie et beaucoup plus de pratique. Comme ça, les gens, ils vont vraiment capter. C'est ce qui fait que ça va vraiment rester en fait dans leur esprit. Donc moi, c'est ce que je trouve génial avec l'enseignement et avec les étudiants. Où autant on leur apprend en fait des choses, les étudiants ils nous apprennent aussi des choses. Par exemple, les nouveaux modèles d'IA qui vont sortir. Moi, j'ai pas le temps de regarder tout ça, mais ce sont mes étudiants qui me disent tiens, Monsieur Diarra, est-ce que vous avez vu ça qui est sorti? Donc c'est vraiment quelque chose. C'est doublement gagnant. Ouais, doublement gagnant. C'est vraiment, et surtout ça permet aussi de dénicher des profils pour tes futurs recrutements. Voilà, pour nos futurs recrutements. Et ça marche très très bien. Ok, d'accord. Soumaila, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Mali et l'Afrique de façon générale doivent pousser les jeunes à aller vers ce métier de l'informatique? Est-ce que ça peut être un facteur de souveraineté réelle que les pays africains sont en train de chercher aujourd'hui? Oui. Et c'est un grand oui. Parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin d'ingénieurs et énormément d'ingénieurs pour digitaliser nos pays en Afrique. On a vraiment besoin de ça. Et quelque chose qui se fait beaucoup aussi, c'est que toutes les grandes entreprises le font. Nous avons des consultants à Porto, dans les pays où le salaire coûte moins cher. Et aujourd'hui, des Maliens peuvent ouvrir en fait ce type de hub avec des ingénieurs. On le fait en Inde surtout. Et justement, la Pennsylvanie. Et tu sais que là, il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, en France et tout ça. Ils ont des hubs en Inde, à Porto, dans les pays où le salaire est un peu moins cher et où ils peuvent avoir des ingénieurs qualifiés pour faire le même travail que les Français ou les Américains. Et l'Afrique, en fait, peut grandement jouer en fait à ça. On a une population qui est jeune. Exactement. Il faut former cette population. Il faut que la population soit vraiment qualifiée dans ce domaine-là, capable vraiment de faire du travail propre. Et pourquoi ne pas faire ouvrir en fait ce type de hub au Mali, dans les autres pays africains, et prendre des marchés, des parts de marché en Occident. D'accord. Et ça, c'est quelque chose. Aucune entreprise aujourd'hui, tu viens nous voir chez BPCE, tu dis ok, j'ai des ingénieurs en fait qui sont très qualifiés, voilà leur CV, ils sont blindés et je t'ai fait 200 € moins cher. Tu penses que je vais continuer à donner des marchés à Porto? Non, c'est vrai. Voilà. Surtout, on voit que le Nigeria, il est un peu en avance sur les autres pays africains là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui chez nous aussi l'internet ça coûte cher. Ça coûte cher, mais en fait, c'est que l'Internet, ça coûte cher, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, tu vois. Et ça, je pense que Orange va aimer. Ils vont aimer, en fait, ils vont bien aimer cette partie. Mais c'est parce qu'il n'y a pas énormément de concurrents. Ouais. Donc, quand il va y avoir de la concurrence et quand la demande va être assez grande, je pense que même Orange et autres, ils pourront faire des efforts pour faciliter, en fait, ce travail pour les Maliens. Donc, ça, il faut vraiment c'est notre façon aujourd'hui, c'est le seul moyen en fait où on peut compétir avec les autres. Ouais. Tu vois les Maliens par exemple qui font de la robotique, moi je regarde ça souvent, ils font en fait de très belles choses. Ouais. Les Maliens qui sont en informatique, dans la cybersécurité, il y a des Maliens qui sont franchement, tu peux même pas imaginer les postes qu'ils sont en train d'occuper en fait. Ici en France, aux États-Unis, dans les autres pays. Et donc, former la jeunesse africaine, vraiment former la jeunesse africaine. Aller faire des grandes études, aller faire l'école, ne pas écouter en fait les vidéos TikTok là qui disent que l'école ne sert à rien, c'est faux. Ils sont en train d'utiliser TikTok pour faire ça. TikTok, ça a été fait par des ingénieurs. Ça n'a pas été fait par des personnes qui n'ont pas été à l'école. Tu vois. Les vidéos, les caméras, en fait, la dernière version des iPhones, ça a été fait par des ingénieurs. Donc, c'est le travail de développer, en fait, ce type de solutions. Il faut aller à l'école, il faut s'instruire, il faut faire des grandes études. Et c'est le seul moyen, à mon avis, en fait, de développer
vraiment le continent. D'accord. Mais est-ce qu'on peut être sécurisé à 100% dans l'informatique? Alors, justement, il faut savoir que le 100% sécurité n'existe pas. En fait, il y a ce qu'on appelle la sécurité résiduelle. C'est que l'idée, en gros, quand on fait de la sécurité, on va essayer de minimiser les risques. L'objectif, c'est vraiment de minimiser les risques. Mais on peut pas faire du 100% sécurisé, c'est impossible. D'accord. Mais il y a une corrélation entre la sécurité et les clouds. Est-ce qu'il y a vraiment une coloration assez forte entre ces deux variantes de la sécurité? Ça va ensemble parce que, en fait, quand on fait du cloud, c'est là où on va déployer nos applications. Il faut que ça soit sécurisé, tout simplement. Parce que les gens, ils veulent pas, par exemple, tu veux pas te réveiller demain avec ton compte Instagram. Instagram, c'est sur le cloud, hein. Avec ton compte Instagram, quelqu'un a publié, en fait, à ta place, des choses, des propos, en fait, qui ne viennent pas de toi ou des choses comme ça, tu vois. Donc, la sécurité, c'est au cœur. C'est vraiment, en fait, le cœur du dispositif. Aujourd'hui, tous les providers, ce sont les fournisseurs de cloud, hein. Ils proposent, en fait, vraiment, énormément de sécurité, en fait, dans leurs outils. Sinon, personne n'ira. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut rattraper beaucoup de temps perdu grâce à l'informatique ou on a encore du chemin à faire? Grâce à l'informatique, on peut vraiment, c'est le meilleur chemin pour rattraper les temps perdus. Tu sais pourquoi? En informatique, la plupart des outils qu'on utilise sont open source. Open source, ça veut dire tout le monde a accès, tout le monde peut l'utiliser gratuitement. C'est libre d'accès. Et donc, les Africains, ils peuvent accéder à ça. Ils peuvent accéder à ça pour faire, en fait, pour développer des applications, sauver des vies, pour développer des applications pour du business et tout ça. Il y a vraiment, en fait, du chemin à faire. Le terrain est vide et la technologie, à mon avis, en tout cas, c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour rattraper les autres. On ne pourra pas les rattraper dans la construction des bâtiments. Ce sont des pays qui ont été construits 500 ans avant nos pays. Mais aujourd'hui, la technologie, c'est maintenant, tu vois. L'Afrique, c'est pas demain. C'est maintenant, en fait, que ça se passe. Et c'est maintenant, en fait, qu'on doit vraiment mettre les moyens pour notre jeunesse, en fait, pour vraiment les former. Que ça soit vraiment des ingénieurs qualifiés. Et ce sont ces ingénieurs qualifiés ou des techniciens qualifiés qui vont faire l'Afrique d'aujourd'hui. C'est pas demain, demain c'est trop tard. D'accord, mais pour toi, qu'est-ce qui fait que certaines créations des jeunes Africains ne sont pas très mises à lumière? On voit que les jeunes Africains, que ça soit l'Afrique du Maghreb, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui font des créations. On voit que le Mali, les jeunes Maliens ont été 3 champions en robotique, je crois en Afrique, et puis ils ont même été aux États-Unis. Mais pourquoi ces genres d'initiatives ne sont pas mises en valeur pour toi? C'est à nos gouvernants de mettre ça en avant. Aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, Mistral, c'est une start-up qui est en France. Qui parle de Mistral plus que tout le monde? C'est le président de la République, hein, Emmanuel Macron. C'est nos présidents, en fait, ils doivent faire la même chose. Par exemple, quand Macron il se déplace en Afrique pour aller dans un pays, il se déplace avec ses talents. Nous, quand on se déplace pour venir en Occident, on vient tendre la main ou on se déplace pas, en fait, avec ce qu'on peut apporter aux autres. Il faut commencer à faire ça. C'est nos gouvernants qui doivent vendre nos produits, qui doivent dire, tiens, en fait, j'ai des jeunes, en fait, qui ont fait, par exemple, qui sont très, très bons, en fait, dans la robotique, des choses comme ça. Et donc, vraiment de pousser, en fait, ces jeunes-là. Et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. En fait, faisons-le. Pour l'instant, on n'a pas besoin, en fait, que ça soit parfait. Tu vois, on veut vraiment d'abord faire. On le fait et après, en fait, on va essayer de le perfectionner au fur et à mesure. Mais il faut le faire d'abord. D'accord. Et c'est à nos gouvernants, à nos présidents, en fait, de nous pousser. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je pense que le message est passé. Alors, est-ce que tu as un message ou un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'informatique de façon générale? Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut être passionné, et il faut surtout se dire, j'ai l'impression de dire que la première fois, ça ne marchera pas. Ça, c'est les codes. Quand tu commences en fait à coder, la première fois, généralement, ça ne marchera pas. C'est normal. Donc, ça veut dire que, voilà, tu débutes et tout ça. Il faut juste sur être le bon curieux. chemin. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il faut être curieux, il faut être passionné, et il faut vraiment il faut être orienté solution. Parce que l'informatique est là. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est juste en fait pour résoudre des problèmes. Donc, il faut être orienté solution. D'accord. Tout simplement. Ok, mais qu'est-ce qui manque selon toi aux petites entreprises maliennes et plus généralement africaines pour pouvoir se développer au mieux
essayer de développer nos pays. Par exemple, toi, tu as été à l'initiative de Jolly, d'autres peuvent être à l'initiative de quelque chose d'autre. Un brassage de ces facteurs-là, ça crée forcément un développement. Donc, mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qui vous manque, vous les développeurs, vous les gens qui sont dans le domaine de l'informatique? Qu'on puisse se faire confiance l'un à l'autre. Moi, j'ai vu des jeunes Maliens qui ont développé des applications mobiles pour gérer un petit business. Ça fonctionnait très bien. Mais ils avaient du mal à trouver des clients. Il y avait aussi, et eux aussi, ils avaient des lacunes. Mais le plus gros, c'est que les Maliens eux-mêmes ne faisaient pas confiance, en fait. Mais est-ce que, à un moment donné, les informaticiens aussi n'oublient pas ce côté? Parce que c'est bien de développer, c'est bien de façonner par l'informatique, mais le but final, c'est de pouvoir vendre ces solutions. Est-ce que vous n'avez pas aussi des lacunes à ce niveau? Les informaticiens ont bien sûr des lacunes à ce niveau. C'est pourquoi les informaticiens doivent s'associer ou développer cette compétence marketing pour vendre. Parce que tu peux faire le meilleur produit du monde, si tu n'arrives pas à le vendre, ça sert à rien. Mais en fait, il faut vraiment que les locaux fassent confiance en nos produits. Par exemple, quand tu regardes Jolly, les noms c'est en Bambara. Kalanso, je te dis c'est en Bambara. Tout ce qu'on est en train de faire avec Jolly, on s'adapte local. Tu vois, ça c'est extrêmement important. Il faut pas qu'on suive les modèles de développement des Occidentaux. Et ils ont eu leur modèle. On peut créer notre modèle aussi. Par exemple, les mobile money, ça a commencé à développer d'abord en Afrique avant de venir ici. Tu vois. Et donc, l'Afrique aussi, en fait, peut trouver un autre chemin de développement. En fait, et ça passe énormément par le mobile. Aujourd'hui, ça sert à rien de faire des logiciels pour ordinateur, tout ça. Pour les grandes entreprises, ça aussi. Mais généralement, moi, ce que j'invite les jeunes à faire, c'est de créer, en fait, des petites applications mobiles où on peut tout faire sur téléphone. D'accord. Parce que tous les Maliens, ils utilisent leur téléphone. Donc, faire tout sur téléphone aujourd'hui, combien de Maliens vendent sur TikTok? Pourquoi ne pas faire un business autour de ça? Combien de Maliens vendent sur WhatsApp? Tu vois? Donc, mais faire vraiment, en fait, autour du téléphone et que ça soit ancré local. Vraiment, si on peut mettre du Bambara, on met du Bambara. Si on peut mettre du Peul, on met du Peul. Tu vois? Donc, vraiment que ça soit local. D'accord. Merci beaucoup, Soumaïla, pour cet échange. Merci beaucoup à toi. Et pour ceux dont c'est la première fois dans l'épisode d'Anjo, dans le podcast d'Anjo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de nous donner vos avis, surtout en commentaire. Et ça nous fera énormément plaisir. Ça nous fera grandir aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi, l'application Jolly est disponible. N'oubliez pas de vous inscrire là-dessus, d'être des donateurs. Et chaque 3 mois, n'hésitez pas à donner un litre de sang, je pense. Non, c'est pas litre, c'est 400 millilitres. Ah, 400 millilitres, voilà. Pardon, de sang. Donc, chaque 3 mois pour les hommes et chaque 4 mois pour les femmes. Voilà. Donc, on va tous contribuer ensemble à sauver des vies au Mali, un peu partout en Afrique. Donc, c'était pour vous, l'épisode avec Soumaïla Diarra. À très, très bientôt. Prenez soin de vous.